Téléspectateurs, amis auditeurs, UDPS Média est à votre service. Aujourd'hui, toujours à la recherche de la bonne information, nous avons fait le déplacement quelque part afin de mieux vous servir. Voilà que nous sommes reçus à la direction générale de l'AMIBA, à Mibakin, à Kinshasa, où nous sommes en présence de monsieur le DG, le directeur général de l'AMIBA, le docteur André Kabanda Kanakatia, qui nous fait l'honneur de nous recevoir et avec qui nous allons échanger à propos de la situation de cette société, la minière de Bakwanga, qui est le poumon, ou même le cœur de la grande province du Kasaï, nous disons le Grand Kasaï, parce que de tout le temps, la MIBA a été à la base de toutes les performances qu'on a connues depuis même avant l'indépendance dans cette région. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, Simon Kalina. Merci de nous recevoir dans votre bureau et nous venons nous enquérir de la situation de MIBA. Ça fait déjà presque 6 mois que vous êtes à la tête de cette grande entreprise nationale qui a connu beaucoup de difficultés, sûrement à cause des péripéties que notre pays a connues depuis la chute du régime de Maréchal Mobutu. Maintenant que vous reprenez la tête de cette société, de cette entreprise, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Merci de me donner l'occasion de parler de l'AMIBA. Comme vous l'avez si bien dit, l'AMIBA, ici que notre pays a connu depuis la chute du régime de Maréchal Mobutu. Maintenant que vous reprenez la tête de cette société, de cette entreprise, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Merci de me donner l'occasion de parler de l'AMIBA. Comme vous l'avez si bien dit, l'AMIBA, ça a été une grande société qui a fait vivre aussi bien le Grand Kasaï que toute la République. Parce que c'était vraiment le poumon de l'économie nationale. L'AMIBA a effectivement vécu de bons moments dans le temps et ces moments sont derrière, puisque depuis un certain temps, l'AMIBA connaît des difficultés très sérieuses. Difficultés très sérieuses, je ne veux pas entrer dans les détails parce que c'est un peu connu, pour la simple raison que c'est une société, c'est l'unique société dans la province qui engage à peu près 2400-2500 membres du personnel. Et c'est la seule usine dans le coin. Donc quand elle tourne, tout le monde le sait. Et quand elle s'arrête, tout le monde le sait aussi. Et donc quand nous avons été désignés par ordonnance présidentielle déjà en juin 2023, c'est peut-être l'occasion de encore remercier le président de la République pour ses choix qu'il a portés sur notre équipe. Nous avons trouvé la société à l'arrêt. Tout était à l'arrêt. Tous les engins de production en panne, toutes les chaînes de production à l'arrêt, et donc la société ne produisait plus un seul carat de diamant depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Et donc nous avons pris les rênes de la société en fin septembre 2023. Et donc nous avons commencé à faire l'état des lieux pour voir un peu qu'est-ce qui avait été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pourquoi, dans quel état la société se trouvait. Et le constat était amer et catastrophique. Donc nous avons fait ces états des lieux au conseil d'administration qui a donné un certain nombre de directives. Et donc nous avons donné la priorité à la production.
Je ne veux pas parler de plans de relance qui ont été élaborés par plusieurs instances, dont le plus emblématique, c'est le plan COPIREP, qui a été élaboré aussi bien par le ministère de portefeuille, le COPIREP, la présidence, les experts de l'AMIBA. Tout le monde a travaillé sur ce plan qui a été, en tout cas, présenté aussi bien au gouvernement qu'au Parlement, partout, approuvé par toutes les instances du pays. Un plan chiffré, pour parler de chiffres, mais je n'aime pas beaucoup parler de chiffres, mais on ne peut pas ne pas le faire. Ce plan était chiffré à peu près 480 millions de dollars. Et donc sa réalisation a été échelonnée. On devait commencer par une première phase, puis deuxième, puis troisième phase. Malheureusement, alors qu'il a été adopté depuis janvier 2023, ce plan n'a jamais connu un début d'exécution. Pourquoi? Ben, la réponse est tout simple, parce qu'il n'y avait pas de moyens financiers. Et donc, quand nous avons pris les rênes de la société, nous nous sommes donnés comme priorité état des lieux et puis confectionner un plan minimum ou sortir de ce grand plan un petit plan qui pouvait nous permettre de solliciter les moyens minimums pour faire démarrer la société. Parce que nous nous sommes dit, une société de la carrure de l'AMIBA, si elle ne produit rien, rien ne pourra marcher non plus, parce que, comme tout le monde le sait maintenant, les travailleurs de cette société sont dans une situation de misère totale. Les retraités, ils sont là depuis des mois, qui n'ont pas leur décompte après tant d'années. Les membres du personnel, donc les travailleurs, n'ont plus de salaire depuis plusieurs mois. Donc on comptabilise même 200 mois d'arriérés de salaire pour certaines catégories de personnel. Actuellement, et depuis plusieurs mois encore, ils sont payés au forfait, grâce encore à l'intervention du président de la République qui avait obtenu auprès de Finances qu'une allocation soit donnée à la société pour permettre à ce membre du personnel qui ne travaillait plus comme il fallait de survivre quand même avec un petit forfait. Et donc, nous nous sommes donnés comme priorité, comme je viens de le dire, de sortir dans ce macro-plan, un petit plan de relance chiffré à 45 millions de dollars. Et nous nous sommes dit, avec ce plan, nous pouvons relancer la production. Et donc, nous nous sommes mis à la recherche de moyens pour pouvoir démarrer la production. Donc, en attendant que ce plan soit financé, nous nous sommes mis à racler toutes les caisses de la société, voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec quoi. Et avec les moyens de bord, nous avons pu réussir à démarrer la production début décembre. Début décembre. La première quinzaine décembre 2023. Ouais. Nous avons démarré la production effectivement avec les moyens de bord. Et je peux dire que la première production que nous avons eue, que nous venons d'ailleurs de commercialiser maintenant, nous avons pu produire entre le 15 décembre et fin janvier 53 000 carats et quelques poussières. Donc, on va arrondir à 54 000 carats. Mais pour être plus précis, c'est 53 850 carats de diamant. Alors, qu'est-ce que nous avons fait aussi? C'est d'essayer quand même de faire en sorte que ces travailleurs puissent avoir un moyen de transport pour se déplacer, aller à leur usine, pour travailler. Donc, nous avons obtenu des transco, des bus qui pouvaient transporter les personnels vers leur lieu de travail, ce qui n'avait jamais été fait. Et donc, c'est encore une réalisation
qui doit être mis à l'actif. Comme je viens de le dire, le personnel était payé au forfait grâce à l'intervention du président de la République, mais nous avons trouvé quand même que malgré cela, même ces forfaits-là, il y avait un retard important parce que quand nous sommes arrivés en fin septembre, le 30 septembre exactement, début octobre, on leur payait leur forfait du mois de mars 2023. Donc il y avait au moins 6 mois d'écart. Voilà, 6 mois d'écart. Et donc nous avons là aussi essayé de faire en sorte, nous avons harcelé le ministre des Finances. Je dois quand même lui tirer mon chapeau parce qu'il nous a suivis. Nous avons réussi à combler ce retard. Okay. Aujourd'hui où je vous parle, dans moins de 5 jours, une semaine, les travailleurs vont toucher leur forfait du mois de mars. Donc nous avons comblé le retard. Et donc la production, nous l'avons lancée. Voilà, aujourd'hui nous sommes là où je viens de vous dire. Nous venons de commercialiser le premier quelques carats, dont le produit va nous permettre de combler le déficit qu'il y a eu pour pouvoir lancer cette production et de nous permettre de renforcer cette production que nous avons lancée avec les moyens de bord. Alors, je vais peut-être vous laisser l'occasion de poser d'autres questions, mais il faut dire que nous avons continué à chercher le financement pour renforcer la production parce que, il faut le dire, l'AMIBA a beaucoup de potentialités. Et ces potentialités doivent être mises en valeur, l'exploitation doit continuer. C'est comme ça que nous avons continué à chercher le financement pour non seulement notre plan minimum, essayer de faire en sorte que toutes les autres filiales, il faut diversifier les activités de l'AMIBA et pas rester seulement concentré sur le diamant. Et donc, dans notre recherche, nous avons toqué à toutes les portes sans vraiment beaucoup de chance, jusqu'au moment où nous sommes tombés sur une société d'origine américaine dirigée, enfin, qui est une propriété d'un sujet franco-américain, parce que c'est un sujet d'origine française, mais qui vit en Amérique. C'est un investisseur qui avait déjà été en contact avec l'AMIBA parce que ce monsieur avait déjà signé cette société, ça s'appelle Centreville, c'est la société, avait déjà signé un contrat avec l'AMIBA en 2021, un contrat qui est titré pré-commercialisation. C'est-à-dire qu'il y a la première partie s'appelle prêt, donc le partenaire accepte de prêter de l'argent à l'AMIBA et l'AMIBA réalise avec ce prêt les travaux de production et la production sous forme d'un accord avec les prêteurs, on lui concède cette production pour la commercialisation. Et donc, nous avons, grâce au ministère de portefeuille, cet investisseur est venu nous voir. Nous avons négocié et obtenu avec lui un contrat vraiment intéressant. Pourquoi? Je dois d'abord dire un mot. Pourquoi le premier contrat n'avait pas été appliqué? C'est parce que, à l'époque, le monsieur, la société Centreville, avait exigé d'avoir un pourcentage assez élevé de diamants de joaillerie, donc les diamants de première qualité. Il voulait que l'AMIBA nous procure des diamants de première qualité à concurrence de 20% de la production, au minimum 25%, pardon. Mais ça, pour l'AMIBA, ce n'est pas le cas, puisque la spécialité, en tout cas le diamant de l'AMIBA, c'est le diamant industriel. Voilà. On a à peine maximum 10% de diamants de joaillerie. Et donc ce contrat n'a jamais été appliqué pour cette raison-là. Et quand monsieur est venu nous voir, nous avons négocié cette fois, il a accepté de prendre tout ce qui pouvait être produit par l'AMIBA. Il a accepté de nous prêter les 45 millions de dollars à des conditions très favorables, c'est-à-dire le monsieur nous accorde son prêt à
un taux très avantageux de 3%, proche du taux de Libor. Le crédit est allé sur 7 ans avec un délai de grâce d'1 an. Ça veut dire que pendant 1 an, nous ne payons que les intérêts et au bout d'1 an, on commence à lui rembourser le capital et l'intérêt. Et donc ce prêt est divisé en deux parties. Une partie de fonds de roulement, se chiffre à peu près à 5 millions, et nous avons pris le reste, en tout cas 80% du montant qui doit être consacré à l'équipement, à l'outil de production, parce que nous sommes convaincus que seule la production des diamants de l'AMIBA pourra permettre à la société de résoudre ces problèmes. Que nous ne pouvons pas continuer éternellement à attendre les mannes du ciel. Voilà, c'est un contrat qui a été signé tout récemment, validé par le conseil d'administration, mais j'oublie la partie commercialisation. Donc, son prêt nous permet de produire le diamant et de lui vendre la production. Ça, c'est la deuxième partie du contrat qui s'appelle commercialisation. Et donc, quand nous avons notre production, nous lui vendons cette production. On ne lui donne pas, il achète. Il achète comment? Comme si nous avions vendu, comme l'AMIBA a toujours fait d'habitude, vendre localement. C'est-à-dire le CEC, le Centre d'expertise et d'évaluation du diamant, qui a le monopole, effectivement, d'organiser la vente de diamants de MIBA et même de SACIF. Ils viennent, ils évaluent. Ils nous donnent un prix de référence. Nos experts évaluent, ont un prix. Le partenaire vient avec ses experts, ils évaluent, et nous avons un prix moyen, validé par le CEC, validé par nos experts. C'est ce prix-là que l'investisseur nous paye. Il paye notre production et il est obligé de payer dans les 48 heures le montant, la valeur de la production. Et sur place au Congo? Oui, il nous paye ici. Il vient payer ici. Hein, on va pas. Il vient payer ici avant de partir. Et quand il a payé, il part maintenant avec cette production, pas seul, avec un expert de l'AMIBA, avec un agent de l'AMIBA, parce que le diamant doit être tracé. Et quand il part, c'est un peu une manière de valoriser le label MIBA. Il va avec le diamant de l'AMIBA. Et quand ils vont vendre à l'extérieur sur le marché essentiellement américain, parce que ce monsieur est convaincu que nous bradons nos diamants quand nous les vendons ici localement. Il est tout à fait convaincu. Et donc nous lui donnons, enfin, il va vendre après avoir acheté. Nous avons notre pactole. Et quand ils vont vendre sur le marché américain, si ils vendent à un prix plus élevé que ce qu'il nous a payé, les surplus, le bénéfice, disons la différence, nous partageons avec lui moitié-moitié. Ah bon? Si par malheur, il vend à un prix inférieur à ce qu'il nous a payé, son problème. Bon. Il assume, c'est le risque du métier. Nous, on a déjà vendu, on lui a déjà vendu, nous ne pouvons plus reculer. Voilà pourquoi j'estime que c'est un contrat très avantageux pour la société. Il y a des gens qui n'ont jamais compris ce que ça veut dire, qui tournent ça dans tous les sens en racontant n'importe quoi. Donc je pense que ce contrat, il est tout à fait avantageux. Donc, là, nous l'avons signé, il est soumis au ministère du portefeuille pour information, et très probablement au ministère directement, non pas, aussi au ministère de Mines, parce que nous avons deux tutelles, tutelle administrative et tutelle technique. Et donc, ce contrat est soumis à ces deux ministères pour que nous puissions le mettre en pratique. Voilà ce que nous avons déjà obtenu par rapport à tous ces plans qui vont dans tous les sens. Et avec ça, nous sommes convaincus que nous pouvons relancer la production
ou la renforcer, parce que nous avons déjà lancé la production, renforcer la production et dans quelques mois nous pouvons atteindre la production industrielle. Mais tout ça, c'est en attendant que ce plan COPIREP soit soutenu comme ça a été promis par le gouvernement et pourquoi pas obtenir de sorte que les autres investisseurs viennent aussi. Donc, merci beaucoup de cette réponse que vous me donnez. Si je comprends bien, en dehors de ce plan de relance minimum, le plan COPIREP traînerait faute de quoi? Faute de moyens, parce que, comme j'ai dit, il est chiffré à 480 millions. Si le petit plan que nous avons de 45 n'a pas réussi à être financé, parce que, bon, nous sommes retournés vers l'État. Nous avons demandé que l'État ne fût-ce que sur notre créance, parce que l'État nous doit. L'État doit à la MIBA à peu près le même montant. Et c'est sûr de ça d'ailleurs que l'État donne une allocation chaque mois pour payer. L'État vous donne combien? 480 ou bien 50 millions. À 50 millions. 50 millions. J'ai dit la même chose avec le petit plan que nous avons concocté de 45 millions. La dette de l'État est due à quoi? Les locations, essentiellement des locations et d'autres activités. Vous savez que la ville de Miba, la ville en Boujima, la ville, toutes les résidences qui sont occupées par l'État, par tous les fonctionnaires de l'État, c'est des résidences Miba. Yes. Et donc, c'est essentiellement cette partie-là et d'autres compensations diverses. Alors, comme nous n'avons que très peu de temps, voilà une petite question qui a toujours chiffonné les Congolais. Nous sommes quand même le plus grand producteur de diamants industriels et nous avons aussi le diamant de joaillerie. Est-ce que la MIBA ne prend pas en charge, ou ne prendrait-elle pas en charge la préparation de la main-d'œuvre congolaise au traitement du diamant, au lieu que ça ne soit que destiné à l'exportation? Localement, on ne peut pas valoriser le diamant localement? Tout à fait, mais ça fait partie un peu je pense que dans ce plan, j'ai parlé ici de diversification d'activités. Il faut arriver à traiter le diamant ici, chez nous, et pas exporter ou vendre le diamant brut comme on le fait jusqu'à maintenant. Il est vrai aussi, il faut le reconnaître, que la proportion de diamants de joaillerie est très faible. Parce que pour avoir une taillerie, une industrie de taille du diamant, pour pouvoir construire toute une chaîne de valeur complète, ça coûte. Il faut investir. Et il faut investir en espérant gagner quelque chose. Donc, à ce stade, je pense, à mon avis, que c'est pour cela que ça n'a jamais été fait avant, la proportion de diamants de joaillerie est très faible. Mais la taillerie ne concerne pas que des diamants de joaillerie. Parce que nous avons aussi des diamants qui ne sont pas de joaillerie industrielle, qui sont des diamants de qualité. En ce qui concerne, par exemple, leur classification, nous avons des pierres de couleur qui sont de très haute valeur. Mais donc, si nous arrivons à voir le moyen qu'il faut, parce que dans notre plan, effectivement, il faut d'abord maximiser la production et penser plus loin à arriver à pouvoir travailler le diamant pour lui ajouter des valeurs. Mais vous ne pensez pas que la formation des techniciens de joaillerie ou de traite de diamants prend quand même du temps, mais on peut y aller à un certain rythme, même si la proportion de diamants de joaillerie n'est pas importante, mais le personnel, comme ça peut demander je ne sais pas combien de temps, et une école de ce genre peut prendre pour arriver à sortir des techniciens, mais
au rythme de, je sais pas moi, 5 ou 10 agents ou 10 personnels l'année, ce n'est quand même pas impossible pour une... Non, pas du tout. Je pense que, bon, on parle de l'AMIBA, hein, mais ce n'est pas une responsabilité unique de l'AMIBA, parce que je vous ai parlé des centres d'évaluation et d'expertise de diamants. Ce centre a déjà commencé à former les jeunes gens dans ça. Et bientôt, on va avoir d'ailleurs une centrale de taillerie de diamants à travers le CEC. Ok. Et donc ça, c'est déjà des projets qui sont en route au niveau de CEC à travers le ministère de Mines. Et donc c'est déjà, il y a des jeunes gens qui sont en formation, parce que le CEC, comme je vous dis, il forme non seulement les jeunes gens à la tri, au triage du diamant, on forme déjà aussi, on est en train de finaliser tout cela pour former les gens pour la taille de diamant. Et il y a même encore un autre projet, que je crois que c'est à Miabi que ça va être installé. Il y a une taillerie qui va être installée à Miabi. Localement là-bas. Et on est en train de former les jeunes gens. Donc l'AMIBA, compte tenu de ce manque de moyens, parce qu'il faut reconnaître que ça fait plusieurs années que l'AMIBA ne produit plus, ne peut pas assumer cela pour l'instant. Mais bon, si le CEC le fait, si les particuliers sont capables de le faire, nous pouvons déjà encore profiter de ces installations en attendant que l'AMIBA arrive, en tout cas nous l'espérons dans un avenir pas très lointain, arriver à mettre en place les chaînes de valeur. Et pour l'outil de production proprement parlé, qu'est-ce que ça vaudrait aujourd'hui pour donner du tonus au travail de production? Mais avec ce petit plan dont je vous parle, allez, nous avons compté à peu près 40 millions de dollars pour acheter les outils de production. Les machines, je ne peux pas entrer dans les détails. Avec ces machines que nous comptons acquérir sur base de ce prêt-là, nous pouvons lancer la production jusqu'à atteindre près de 2 millions à 3 millions de carats par an de diamants. Quelle était la production intérieure à l'époque où l'AMIBA était à son plein régime? C'était un peu dans ces eaux-là. Quand l'AMIBA était encore vraiment au top de sa production, c'était un peu cette production-là, jusqu'à 3 millions de carats par an. Okay. Et aujourd'hui, cette production a chutée jusqu'à 0. Nous avons pris la société avec production 0. Maintenant, on peut tout dire, on peut se glorifier d'avoir quand même démarré cette production jusqu'à 54 000 carats en 1 mois et demi. Nous espérons pouvoir maintenant soutenir cette production jusqu'à aller plus loin. Je pense que tout ça c'est faisable et nous allons y arriver. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le potentiel mine de la MIBA est préservé? Tout à fait. Nous avons les réserves sont encore importantes. Parce qu'on a appris que les Chinois ont fait leur tourisme là-bas. Oui, ils font le tourisme, mais je ne pense pas qu'ils ont fait la production jusqu'à aller ébranler les réserves. Non, les réserves sont encore importantes. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le système que nous avons de démarrage de la production, nous allons réserver un budget important à l'exploration. Parce que nous devons revisiter ce mine pour pouvoir déterminer quelles sont les réserves réelles que nous avons et les certifier, parce que c'est la seule manière de pouvoir donner de la valeur à nos mines. Et si nous voulons avoir des investisseurs, il faut avoir des réserves certifiées. Et donc nous sommes en train d'aller dans ce plan qu'Opérep avait déjà prévu d'ailleurs une part de budget important consacré à l'exploration pour pouvoir certifier nos réserves. Ceci est capital. Parce que si nous avons nos réserves certifiées, c'est la seule manière d'ailleurs de pouvoir obtenir des investisseurs sur les places évidemment boursières pour qu'ils viennent. Est-ce que les particuliers peuvent accéder à l'achat du diamant? Particulier, pas industriel ou autre. Un Congolais qui a un peu d'argent, est-ce qu'il peut se dire, voilà, je vais
disons, Acheter le diamant. acheter le diamant pour garantir mes vieux jours, comme on achèterait de l'or. Et cela serait possible avec la MIBA. Alors, nous avons deux types d'acheteurs, en tout cas pour la MIBA. Mais on ne vend pas à un individu particulièrement, non. Parce que le diamant, c'est un produit particulier dont le circuit doit être tracé de la production jusqu'à son utilisation finale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour cela que le centre d'évaluation de certification existe. Nous avons deux types d'acheteurs de diamants pour Mbuji-Mayi. Nous avons les négociants. Les négociants, ce sont des particuliers justement qui ont des moyens. Ils doivent avoir une carte de négociant Obtenu auprès du ministère de Mines. Ok. Donc, il achète sa carte de négociant. Lui, il peut aller acheter chez les créateurs. Mais quand il a acheté ce diamant, il doit aller maintenant le vendre au comptoir. Et c'est ça le traçage qui va être effectué, parce qu'auprès même de ce comptoir, il y a des agents de mine, des agents de CEC, tous ces centres, tous ces comptoirs sont sous la surveillance des centres d'évaluation et d'expertise. Quand ces particuliers viennent avec ce diamant, ils vendent, le CEC, le ministère de Mines, on pèse, on fait tout pour savoir combien il a vendu. Et à partir de ce moment-là, ce comptoir-là, même s'il doit aller vendre à l'étranger, c'est suivi. Parce que le diamant doit être tracé. Et le deuxième type d'acheteurs, ce sont les comptoirs justement agréés. Les comptoirs, ce sont des grandes maisons qui ont des moyens et qui peuvent, eux, acheter soit chez nous, soit acheter chez les négociants. Alors, ce sont les seuls qui sont habilités à aller exporter les ventes à l'extérieur. Dans le cas présent, vous ne le faites pas avec votre contrat avec Centre-Ville. Ben, ce contrat, il est destiné justement à nous permettre à vendre à ce partenaire. Lui, il va exporter directement. Mais même ce produit-là, cette production-là, doit être tracée. Au moment où on lui vend le service de mine, donc les différents services sont là pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on lui vend, combien, quel type de pierre, on classifie tout ça. Et lui, avant de partir, il doit régler les formalités auprès du CEC et on doit suivre jusqu'au moment où il va vendre à celui qui va traiter le diamant au final. Monsieur le DG, le commun des Congolais ne connaît pas le diamant. Même moi qui suis originaire de Grand Kassai, je ne connais pas le diamant. Je buterai sur le diamant au sol. Je prendrais ça pour un caillou ordinaire, peut-être, s'il ne brille pas. Un ami égyptien qui était en visite au Congo ici m'a posé la question, mais comment se fait-il que dans votre pays-là, quand on vient, on n'a pas de souvenirs achetés? Vous allez dans n'importe quel pays européen. Déjà à l'aéroport, vous allez trouver de bijouterie, vous avez de bracelets en or, vous avez ceci, cela. Mais ici, avec ce que vous avez comme minerai de précieux, on devrait normalement, en visitant votre pays, on devrait repartir peut-être avec un bracelet en or, une chaîne avec des diamants pour les dames, ainsi de suite. Mais comment est-ce que cela ne fait pas possible? Parce que nous parlons de la diversification de l'économie, mais bon, c'est des filières que l'entreprise comme la MIBA devrait pousser, donc susciter pour que il y ait cette valeur ajoutée là qu'on attend. Qu'on puisse fabriquer sur place des bracelets en or, des colliers avec du diamant, made in Congo. Non, mais c'est le problème que vous avez soulevé tout précédemment ici, donc de la transformation de nos produits bruts, une transformation de diamant. Il faut absolument qu'on y arrive parce qu'avant de fabriquer un collier, le diamant doit être taillé, il doit être travaillé pour que ce collier ait de la valeur. Et donc, c'est cela, je vous ai parlé de ceux qui veulent mettre une centre de taillerie,
c'est après la taille qu'on va vers la fabrication de bijoux en diamant, taillerie fabriquée de pierres beaucoup plus fines et plus intéressantes qui ont de la valeur. Et donc, c'est la chaîne de valeur pour les diamants. Maintenant, vous avez posé une autre question, comment reconnaître les pierres ou comment quelqu'un qui peut partir avec quelques pierres en souvenir. Mais je pense que ça se fait parce que là, il faut qu'il s'adresse au trésor. Il peut prendre quelques pierres en souvenir pour aller montrer, je ne sais pas moi, là où il va. Moi, j'aimerais que vous pouvez faire. Je suggérerais à l'AMIBA d'avoir un musée de diamants. Pourquoi pas construire un musée de diamants, parce que les gens viendraient visiter, ça serait aussi une source de revenus. C'est faisable, mais ce sont des pierres précieuses qui vous appartiennent. Avant de les exporter, vous en faites un musée bien gardé où les gens viendraient voir le diamant. Vous imaginez un Congolais qui est pays, mais on ne connaît pas le diamant. C'est tout à fait faisable, hein? Ça c'est tout à fait une source de revenus aussi. Mais pour l'instant, avant d'arriver au musée, il faut d'abord produire. Il faut produire, faire vivre ceux qui produisent pour qu'ils aient quand même une vie décente. Parce que quand vous exposez les diamants, c'est vrai que c'est le tourisme et tout ça, bon, c'est quand même les objets de valeur, on ne peut pas les exposer à la vue. Non, dans un musée bien gardé. Voilà. Comme les œuvres d'art en Europe, ça fait défiler des gens et des journées entières. C'est déjà un niveau un peu plus élevé, c'est-à-dire qu'on peut y arriver, mais il y a des étapes encore élémentaires auxquelles nous devons passer avant d'arriver à cela. Je pense que alors, faut y arriver. Le moral de vos agents, comment il est à l'heure actuelle? Mais ces derniers temps, je dois dire que nous avons eu un petit problème avec notre partenaire, parce que comme vous savez, l'AMIBA, il y a deux actionnaires. Il y a l'État qui a 80% et la CIBECA qui a 20%. Le moral, jusque-là, il est bon parce que les travailleurs ont repris leur travail, parce qu'ils chômaient. Nous sommes arrivés, tout le monde tournait les pouces, attendait le forfait à la fin du mois, et donc on ne faisait pas grand-chose. Et quand nous avons repris la production, le moral, il a repris, et il est bon. Mais ces derniers temps, les travailleurs ont été secoués par cette affaire de CIBECA, qui est en fait l'actionnaire minoritaire, à côté de l'État congolais qui est actionnaire majoritaire. Pourquoi? Parce que cette société a été dissoute judiciairement en Belgique. Cette société qui, depuis 1986, s'est montrée tout à fait absente dans les différents vents qui ont secoué l'AMIBA, dans les différents épisodes que l'État a dû assumer pour relancer l'AMIBA, cette société a été totalement inexistante. Et le problème de ces états financiers qui étaient un peu problématiques depuis plusieurs années, ça a abouti à cette dissolution judiciaire à Bruxelles. Ça pose un problème. Que deviennent les représentants de CIBECA au sein des structures de l'AMIBA? Parce que nous avons, depuis la dernière ordonnance de décembre 2023, nous avons 3 administrateurs CIBECA, dont un est le directeur général adjoint. Et donc, le problème c'est la présence de ces administrateurs au sein des structures de la société se pose. C'est ça, d'une entreprise dissoute, qui est dissoute, qui n'existe plus. Deuxième préoccupation, que va devenir l'AMIBA sans CIBECA? Il faut le savoir maintenant. Comment on va faire pour que cela soit réglé, que ce problème soit réglé? Heureusement, le tribunal de commerce a réussi à sortir une ordonnance sur la saisine du conseil d'administration de l'AMIBA, qui a saisi le tribunal de commerce pour que ces jugements rendus en Belgique soient et des effets ici. Soit exécutables à Kinshasa, au Congo, à Kinshasa. Et donc, le tribunal de commerce a rendu son ordonnance sur l'exéquature, comme on dit, sur ces jugements. Et donc, désormais, ces jugements peuvent être appliqués. Ça veut dire que CIBECA n'existe plus. Il faut résoudre maintenant le problème, non seulement de CIBECA en tant qu'actionnaire, mais de représentants de CIBECA au sein des structures. Et donc, pas plus tard qu'hier, il y a eu une réunion convoquée par la ministre du portefeuille
Donc, a convoqué le conseil d'administration pour débattre de ce problème parce que ça devenait un peu viral sur la toile, où les travailleurs se posaient la question avec... Il y a eu même une marche, quoi. Il y a eu des marches en Bujima où on vilipende les représentants de Sibeka, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais le problème est là. Il faut clarifier la présence de Sibeka au sein de l'AMIBA. Il y a eu quelques maladresses parmi les représentants de Sibeka qui ont parlé de la mutation de Sibeka en Aza Resource Group, en prétendant que la société Sibeka était devenue Aza Group. Ah, mais sans que les gens le sachent. Voilà, sans que non seulement l'AMIBA elle-même qui est concernée, sans que l'État, qui est l'actionnaire majoritaire, ait été informé de cette transformation. Donc c'est une maladresse qui a un peu secoué le microcosme de Mbujima et de l'AMIBA, et donc ça n'a fait qu'aggraver les choses. Mais heureusement que le ministre d'État, le ministre de portefeuille, a pris les dossiers, et donc il a mis en place une commission qui va s'occuper de cette question-là pour savoir comment ça se fait que du jour au lendemain, Sibeka devienne Aza Resource Group, alors qu'on n'a jamais entendu parler au sein de l'AMIBA d'Aza Resource Group. Et qu'est-ce que ça va devenir, tous ces représentants au sein de l'AMIBA? Donc il faut clarifier, surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant d'aborder ce problème, que Sibeka s'est montré comme un actionnaire, partenaire défaillant depuis plusieurs années. C'est ça. Donc ça doit être clarifié avant de pouvoir dire que Sibeka pourrait éventuellement être remplacé par un autre groupe. Mais je pense que c'est l'occasion peut-être pour l'État de reprendre la main, faire de la société MIBA, société de l'État par exemple. Hein. C'est aussi une possibilité, comme le NATRA, comme la GECAMI, une société de l'État pour que l'État puisse s'occuper seul de sa société. Sinon, alors ouvrir le capital à d'autres investisseurs beaucoup plus fiables, beaucoup plus crédibles, et qui apportent des capitaux frais. Ça résoudrait le problème que nous avons aujourd'hui de manque de moyens. Aussi, monsieur le DG, il y a plusieurs années déjà, c'était dans les années, je ne sais pas encore, 90 ou 2000 au début là, j'ai visité la MIBA à l'époque. L'AMIBA avait une extension pharmaceutique avec la société Biozaïr, qu'on appelait à l'époque, qui était devenue Biofarco. Est-ce que Biofarco existe? Est-ce que l'AMIBA est encore dans les brasseries et autres minoteries de la place? D'emblée, je vous ai parlé de la diversification des activités de l'AMIBA, et je pense que j'y pense, et pour moi c'est un volet très important. L'AMIBA a quelques filiales, et dont Biofarco, qui est une société qui produit des médicaments, des sérums physiologiques, et qui peut vraiment, qui a des capacités de produire des médicaments, de fabriquer des médicaments localement, fabriquer des sérums divers pour les perfusions, pour les malades, et qui est aujourd'hui réduit à une petite fabrication uniquement de sérums par manque de moyens, manque de l'outil de production qui a vieilli. Cette société est aussi devenue léthargique comme l'AMIBA, société mère. Et donc ça, c'est une filiale qu'il faut booster pour qu'elle puisse aussi commencer à fabriquer des médicaments, parce qu'on en a besoin dans l'espace cassé. On a besoin de sérums. Vous parlez de boissons. Il y a Sokagor, qui est aussi qui est une société qui fabrique, une filiale de l'AMIBA, qui fabrique des boissons sucrées. Aussi, qui est en train de connaître le même sort que la société mère, la minière de l'AMIBA,
Alors que c'était une société qui a produit des boissons qui ont alimenté, qui ont permis à la ville, à la province de s'approvisionner en boissons sucrées. Nous avons le SEC Cambay. C'est aussi une filiale qui est axée sur l'agriculture et l'élevage. Dans cette société, l'Amiba est actionnaire à près de 30%. Nous avons plus de 200 000 hectares de terres arables inexploitées. Il y a de l'élevage, on avait de milliers de têtes de bétail. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. On doit se demander qu'est-ce qui est arrivé à l'Amiba et ses filiales pour que tout ça tombe comme ça et que ça devient tout à fait léthargique. Et donc, il y a encore le CSM, c'est une société qui fait du génie civil, des travaux de génie civil, les routes, etc. C'est aussi une filiale de l'Amiba. Et quand vous allez en Buji-Mayi, au Kasaï, les routes sont en état piteux. Et on a une société, il y a des potentialités pour réparer les routes. Je n'oublie pas la fondation MIBA, qui est la première fondation à avoir de forage dans la ville de Buji-Mayi. Forage pour l'eau potable. C'est la seule fondation qui a distribué de l'eau potable dans la ville. C'est aussi qui est en difficulté. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'entrée de jeu, de la diversification des activités de l'Amiba. Je pense que une fois l'Amiba stabilisée avec une production suffisante, nous pouvons relancer toutes ces filiales pour que vraiment l'Amiba devienne ce qu'elle a toujours été, le poumon de l'économie. Même dans l'enseignement, l'université de Buji-Mayi, les écoles et tout le reste. L'université de Buji-Mayi a été soutenue par l'Amiba, elle a été financée par l'Amiba. Les hôpitaux, on n'en a pas parlé. Il y avait 3 hôpitaux. Aujourd'hui, il y a encore le grand hôpital Bonzola, qui est un hôpital de près de 600 lits, mais qui est dans un état lamentable, par manque de moyens. Il y a des écoles. Eh bien, nous n'allons pas vous retenir longtemps, monsieur le DG. Est-ce que notre souhait serait qu'un jour nous venions sur place faire l'état des lieux de Buji-Mayi et MIBA et tout son envergure sur la grande province du Kasaï ou le grand espace kassaïen? C'est notre souhait de faire en sorte que l'Amiba soit effectivement relancée. Et là, nous attendons beaucoup du gouvernement, du président de la République et pourquoi pas de partenaires éventuels qui vont. C'est parce que, comme vous le savez, je ne l'ai peut-être pas dit, l'Amiba a de titres miniers éparpillés à travers plusieurs provinces. Okay. Nous avons de titres pour l'or, nous avons chrome nickel, nous avons cobalt, il y a beaucoup de titres que l'Amiba détient qu'on va valoriser en joint venture ou en, je ne sais pas, modération ou quel que soit le type de partenariat qu'on peut faire, de manière à ce que ces minéraux, ces richesses soient vraiment valorisées. Ça doit servir à relever l'Amiba et à relever l'économie de la province. Vous serez les bienvenus. Dans quelques mois, dans quelques années, je pense que nous parlerons un autre langage. Absolument. Merci beaucoup de l'accueil que vous nous avez réservé. Amis téléspectateurs, à la direction générale de l'Amiba, à Mibakin, à Kinshasa, où nous sommes en présence de monsieur le DG, le directeur général de l'Amiba, le docteur André Kamanda Kanakapia, qui nous fait l'honneur de nous recevoir et avec qui nous allons échanger à propos de la situation de cette société, la minière de Bakwanga, qui est le poumon, ou même le cœur de la grande province du Kasaï, nous disons le Grand Kasaï, parce que de tout le temps, la MIBA a été à la base de toutes les performances qu'on a connues
depuis même avant l'indépendance dans cette région. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, Simon Katina. Merci.